Bonjour chez vous, bienvenue donc à votre rubrique L'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président de l'ONG Bidosessi, ami des prisonniers et enfants vulnérables. Monsieur Simon Seto est déjà dans ce studio. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous êtes président de cette ONG qui travaille pour la survie des populations vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai, l'ONG Bidosessi, une association d'aide au bonheur des autres, comme son nom l'indique, c'est une structure d'ONG, n'est-ce pas, qui a décidé d'aller au secours des populations les plus vulnérables. Et quand je dis les plus vulnérables, je cite d'abord les prisonniers, je cite les enfants vulnérables, les enfants handicapés, je cite cependant hommes et femmes, les élèves et étudiants, surtout les étudiants, qui ne sont pas capables de se faire prendre en charge dans nos grosses cliniques ou hôpitaux publics de la place, en leur offrant des soins de qualité à coût réduit. Ça nous a plu comme ça et on a du plaisir à le faire. Ben c'est vraiment noble comme mission que vous êtes assigné. Alors, et vous savez, la plupart de nos prisons sont bondées de monde, beaucoup d'oubliés y croupissent et dans des conditions bien souvent déplorables, accablés de diverses sortes de maladies. Vous avez choisi de voler à leur secours et d'ailleurs votre association a d'ailleurs un projet dénommé Un grain d'amour pour cœur en détresse. Alors dites-nous déjà d'où est partie cette initiative, pourquoi ce penchant pour les prisonniers en particulier? C'est vrai, lorsque vous parlez des personnes vulnérables, plus d'une personne ne pense pas aux prisonniers. C'est vrai, tous ceux qui sont en prison, même si ils aient commis des actes pouvant les amener là, ne voudra pas dire qu'ils ne pourront pas être utiles à la société. Encore que parmi eux, il y a des innocents. Plein d'innocents. Des présumés coupables. Qui sont laissés là des années sans Des jugement. années, des gens dont les dossiers sont perdus. Des gens en prison dans une promiscuité pas possible, dans une insalubrité pas possible. Ces gens-là qui sont oubliés et qui vivent dans des conditions comme ça, forcément vont développer des maladies. Les maladies, bon, disons du côté médical, c'est surtout les maladies liées à la promiscuité, à l'insalubrité. Les pathologies, manque d'hygiène. Voilà, les pathologies dermiques, les pyodermites surtout. Vous les voyez en train de gratter. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour se laver en plus. Les dermatoses multiples. Et en matière de chirurgie, les affections qui les hantent le plus souvent, c'est les hernies. La hernie va se compliquer pour celui-là qui est rentré avec, mais va apparaître peut-être chez celui-là qui ne savait même rien de la hernie et qui se retrouve en prison et qui devra dormir debout, dormir accroupi, ou alors se caser quelque part. Déjà qu'on n'a pas assez de place dans nos... Il n'y a pas de place. Prisons. Des bâtiments qui sont prévus pour habiter 30 personnes abritent 100, 120. Imaginez comment les gens vont se faire. Et ils doivent tous dormir à l'intérieur, pas au dehors. Donc, cela favorise la survenue de la hernie ou alors de la complication de la hernie. Et je disais tantôt que ce projet est né d'une idée parfaitement folle. Je le dis comme ça. Un jour, j'étais à la télé en train de suivre le journal de 20h quand j'ai vu des gens, des responsables d'ONG ou de fondations, des personnes d'œuvres sociales dans les prisons qui, avec des sacs de riz, des boîtes de sardines, de tomates, des denrées alimentaires, qui, avec des vêtements et tout, pour aller faire la fête de Noël ou de Nouvel An à ces prisonniers-là.
Alors, j'ai pu observer la joie qui a animé ces personnes-là qui sont oubliées, qui ont estimé que dans leur état, des gens quand même ont le cœur d'aller les voir. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Bon, je réfléchissais et je me disais bien, qu'est-ce que mon ONG peut faire? En tant qu'individu, je ne peux rien, mais qu'est-ce que mon ONG peut apporter? J'étais en train de dire ça quand subitement, j'ai revu une image lugubre. Je dis lugubre dans le sens propre du terme. Où je vois un gros garçon, torse nu, juste un slip pour lui cacher le sexe, à même le matelas, en train de gémir, menotté au chevet de son lit, incapable de chercher ce que nous appelons la position antalgique, c'est-à-dire dans quelle position il peut rester pour ne pas trop souffrir. Il ne peut pas. Il est bloqué comme ça. Au même moment, je vois, n'est-ce pas, un beau militaire, chaussures bien cirées, son kalachnikov posé sur les cuisses, en train de lorgner de temps à autre cet individu qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Pourvu qu'il ait le dernier souffle, lui va enlever ses menottes et partir. Et c'est ce qu'il fait souvent, sans même dire au revoir à l'infirmier de garde. Ce dernier, dans sa ronde, viendra constater qu'il y a un cadavre, son ordonnance au chevet de sa tête, pour personne. On n'a prévenu personne. On l'a amené, on a dit voilà l'ordonnance pour l'opérer, il n'y a personne pour la prise en charge. Donc, un claque lui aussi, le garçon de ça va arriver, on bascule sur un chariot et on jette à la morgue, on n'en parle plus. À l'origine, il s'agitait tout simplement d'une hernie qui s'est étranglée. Abandonner, c'est compliqué. Abandonner se complique davantage à l'étape ultime d'une péritonite aiguë généralisée. Donc, en plafonnant avec les autres prisonniers, eux, ils vont peut-être faire grève pour dire que nous, on ne va pas dormir dedans tant qu'on ne l'aura pas sorti. Et comme ça, pas d'ambulance ni rien du tout. Vous verrez des gens comme ça entre la vie et la mort sur Zem. Chez nous, il y a Zem. Quelqu'un derrière, le conducteur devant, le gendarme derrière sur Zem aussi avec son fusil, et on viendra le déposer et partir. Alors j'ai dit, si nous pouvons avoir les moyens de retourner correctement en amont, aller consulter ces prisonniers-là, détecter ceux qui portent des hernies et les opérer, c'est une intervention qui n'est pas banale, c'est vrai, mais à froid comme ça, c'est beaucoup plus agréable. On va les soustraire de ce processus qui amène à la mort. C'est comme ça que le projet est né. Et nous avions réalisé la campagne pilote à la prison civile de Ouidah. J'allais en arriver. Ah, là, vraiment. voilà, vous avez fait votre première expérience en 2013. En 2013. À la prison de Ouidah, où vous avez pu opérer 10 prisonniers de la hernie. Alors, comment est-ce que cela s'est passé? Parce que vous avez dû déplacer votre bloc opératoire dans l'enceinte de la prison. Comment est-ce que cela s'est passé et quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Merci, madame. C'est vraiment passionnant, cette histoire-là, parce que on était animé d'une volonté inébranlable. C'est-à-dire que toutes les difficultés que nous pouvions rencontrer en chemin, avec notre mental, on les a minimisées. Sinon, on ne ferait jamais. C'est vrai, les prisonniers ne peuvent pas sortir de prison pour être opérés à Birosessi. Quelqu'un va s'évader. Les hommes en robe noire là, viendront me dire j'ai été complice. Voilà, que j'ai favorisé son évasion à coups de millions, alors que moi je voulais seulement le sauver. Quelqu'un va même dire qu'il n'avait même rien, qu'on a formaté tout ça à cause de lui pour qu'il parte de la prison. Donc on ne pourra pas les déplacer. Mais voilà que à Ouidah, la chance que nous avons eue, il y a une infirmerie plus ou moins propre. Alors on a érigé le bloc opératoire dans une salle d'hospitalisation. On a opéré 5 le premier jour. Le lendemain, on est venu faire la visite. Les plaies étaient nickel.
Le deuxième jour, on est revenu, on a pris encore 5. Depuis ce jour-là, on a dit quelles sont les leçons que nous allons tirer de cette expédition. D'abord, que nous pouvions ériger le bloc opératoire dans une salle d'hospitalisation et opérer correctement sans qu'il y ait de soucis. Dieu merci, il n'y avait pas eu de soucis du tout. En même temps, nous avons dédramatisé l'acte chirurgical sans pour autant le banaliser parce que le risque zéro n'existe pas. Même dans les hôpitaux les plus sophistiqués, les gens meurent de cela. Très bien. Mais troisièmement, c'est que véritablement, pour être efficace, autant avoir un bloc mobile qu'on peut déplacer de prison en prison, contenant tout le matériel pour une bonne intervention. Et une fois terminé, nous ramassons nos clics et clacs, le chauffeur démarre et on s'en va. Vous aviez besoin, vous l'avez dit, oui. Urgemment d'un bloc opératoire mobile oui. Pour donc faciliter les interventions. Vous l'avez eu finalement? Ben, il faut dire que il y a un proverbe qui dit que la victoire n'appartient pas à celui qui est fort forcément, ni à celui qui est riche, mais plutôt à celui qui n'abandonne jamais. Depuis 2013, on n'a pas abandonné. Chaque année, nous relançons le projet à chercher, n'est-ce pas, qui peut nous aider. Parce que l'ONG ne compte que sur elle-même. Nous n'avons personne pour nous aider. C'est les recettes des prestations à la clinique qui nous permettent de nous ravitailler, d'acheter du matériel et d'oser ce projet-là. Alors, on s'est dit, si quelqu'un peut nous aider à obtenir le bloc au 1000, ça va être un grand pas. C'est-à-dire que le projet est réglé de plus de moitié. Et c'est comme ça, de porte à porte, nous nous retrouvons chez la Fondation Adjavon-Sébastien Germain, dont je salue au passage la directrice, Madame Patricia, qui est une dame, honnêtement, une dame de cœur. Parce que pour lui avoir présenté le projet, elle m'a dit, docteur, nous allons vous aider. C'est un projet humanitaire. Ça, c'est pratique. Nous aimons des choses comme ça. Bon, moi, je l'ai écouté comme ça parce que combien de gens ne m'avaient pas prononcé des phrases comme ça et qui ont disparu à la cloche du bois. Je dis, madame, je vous suis. Elle a même dit qu'elle ira rencontrer elle-même le président Sébastien pour lui dire que ce projet-là, en dépit du fait qu'ils avaient déjà arrêté leur plan de travail de l'année dernière, qu'on doit pouvoir faire quelque chose. C'est comme ça qu'elle s'est arrangée avec ses partenaires. J'étais là, un jour, on m'a appelé pour dire, ah, il y a Michel Gestin, ça c'est le président de l'association MJ pour l'enfance. Ce Yevo toujours en blanc là, qui la suit partout pour des inaugurations à gauche, à droite, qui a voulu me rencontrer. J'ai dit, ben, je suis là. Effectivement, le Yevo est descendu, on l'a amené à la clinique. J'ai exposé le projet. Le Yevo me dit, il dit, Simon, ben, nous on va te trouver le bloc mobile là. J'ai des amis en France, je vais en parler et nous allons voir. Le Yevo s'en va. 3 mois après, il est revenu avec la photo de l'ambulance que j'ai garée exprès devant votre studio là-bas. Et puis, bon, avec les tractations de transitaires, etc., l'ambulance a fini par sortir, immatriculée et tout. Et on l'a amené le vendredi dernier seulement. Une œuvre sociale qui complète une autre. Voilà. Merci à vous, Monsieur Simon. Je rappelle, vous êtes le président de l'ONG BIDO-CECI, Amis des prisonniers et des enfants vulnérables. Voilà, le temps est passé depuis. Merci pour votre intervention. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Nous avons parlé œuvre sociale. Voilà. Au revoir. Et voilà.